Voilà, donc bah écoute, merci d'être venu ici, hein, donc Oui, de t'être déplacé de Celles-sur-Cher. absolument, Et merci puis, de m'accueillir. moi je reviens aussi sur le premier Headbang, donc la version bêta qu'on a fait donc dans ton château. Absolument. Hein, donc encore une fois, merci de nous avoir accueillis là-bas, Ah bah, ça a été génial, puisqu'on a franchement. passé un super moment, enfin vraiment, voilà, malgré bon, les soucis techniques qu'il y a pu y avoir avec l'électricité ou autre, C'est le l'orage. seul soir du mois où il y a eu un orage. Ouais, oui, c'est vrai que je m'en souviens, c'était impressionnant. Ça invite quand même à croire aux phénomènes paranormaux. Mhm. Oui, c'est vrai qu'on se demande. Week-end des Geek Ferries ou Headbang, et voilà quoi. Voilà, donc je te laisse te présenter. Oui, Hein alors, Voilà. j'ai besoin de prendre le micro Non, bah, ou- on va le poser sur la table, je pense que c'est bon. Je vais vérifier au fur et à mesure si le son passe. Voilà. Alors bonjour tout le monde, Nicolas Mazessi, je suis le propriétaire du château de Celles-sur-Cher et j'ai le plaisir effectivement d'accueillir tous les débuts de mois de juin les Geek Ferries IRL, Et oui, quand même. mais également effectivement on a accueilli la version bêta du Headbang, c'était l'année dernière en juillet et bon c'était effectivement une super expérience. Voilà. On est à Celles-sur-Cher dans un château qui a 1000 ans. Alors je vais pas faire ma page de réclame, je vais attendre un petit peu plus tard dans l'heure pour pouvoir en parler. Et aujourd'hui j'ai choisi d'évoquer un sujet qui est celui de destins croisés d'explorateurs, enfin d'aventuriers français. On va même plutôt dire de flibustiers, puisque un flibustier est quelqu'un qui s'attribue lui-même un destin, un destin et puis un butin également, sans passer par la case État comme un corsaire. Donc un corsaire représente un monarque, un souverain ou une république, alors qu'un flibustier œuvre pour son compte, un peu comme un pirate, sachant qu'en général le flibustier on le trouve souvent à terre, le pirate on le trouve souvent sur mer. Donc j'ai choisi d'évoquer trois personnalités, donc je ne sais pas si nos spectateurs connaissent. Il s'agit de Aurélie Antoine Ier, donc Antoine de Tounens, ensuite Jean-Baptiste Dutroux-Bornier, et enfin le marquis de Ray, si on a le temps. Sachant que ces trois personnages ont eu une influence plus ou moins positive sur trois régions du monde. Le premier, Antoine de Tounens, a été acclamé roi d'Araucanie et Patagonie, donc dans le sud du Chili et de l'Argentine. Le second a été roi de l'île de Pâques. Et le troisième a été roi de Nouvelle-Bretagne, qui est une île qui se trouve actuellement dans l'archipel de Bougainville. On est là en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc au nord de l'Océanie, au nord de l'Australie. Alors, ça se passe au 19e siècle. Le premier personnage, donc il s'agit d'Antoine de Tounens, il est né en 1825. Alors on a une certitude historique sur lui, parce que parfois en histoire il faut pouvoir affirmer des choses, il faut pouvoir prendre position, il ne faut pas avoir peur des choses. On peut affirmer qu'Antoine de Tounens n'a pas participé à la guerre de 100 ans. Je pense. Ni à celle de 30, ni à celle de 7 ans. D'accord. On est né en 1825, il est né dans le Périgord, dans une ville qui s'appelle La Chaise. Alors on verra après, on retrouvera ce nom. Dans une famille d'agriculteurs fortunés, donc une enfance assez calme, et lui, toute son enfance, il a rêvé à la Patagonie, à l'Araucanie. Alors, le 19e siècle, c'est un moment où le monde est connu. En tout cas, on connaît la majeure partie du monde, mais le monde est encore grand. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de partir à l'île de Pâques, si j'y mets l'argent nécessaire, je peux y être en gros dans 2 jours. Oui, voilà. À l'époque, il faut compter 3-4 jours. L'Araucanie, pareil. L'Araucanie, c'est le sud du Chili. Là, on parle vraiment on prend le cône de l'Amérique latine. C'est vraiment la partie sud de l'Amérique latine, donc de la Terre de Feu jusqu'à la moitié de l'Argentine et du Chili. Toute sa jeunesse, il a rêvé de cette époque-là, de cet endroit-là, en se disant un jour j'irai, un jour peut-être je pourrais y devenir roi. Il y avait des rêves de grandeur. La vie l'a vite calmé, parce que son père lui a dit que non.
et il est devenu avoué à Périgueux. Alors un avoué, c'était un titre, c'était un poste, une charge plus précisément, comme celle de notaire, mais c'était à l'époque les personnes qui étaient chargées d'identifier et de valider les signatures, d'authentifier les signatures. Bon, c'est une charge qu'aujourd'hui nous n'avons plus. Aujourd'hui, on a simplement un notaire. C'est lui qui et voilà, c'est lui qui fait tout. Mais à cette époque-là, il y avait des avoués. Donc, bon, il convainc, il arrive à convaincre l'avoué en poste de lui céder sa charge. Il la reprend. Et bon, il commence à faire sa vie, mais très rapidement. Et là, quand je dis très rapidement, c'est pas loin de ses 30 ans. Autour de ses 30 ans, il finit par s'ennuyer ferme et se dire bon, là, ça peut plus durer, quoi. Périgueux, stop, à moi l'aventure. Alors, il vend tout. Il paye un billet, on est en 1858, sous le Second Empire, donc sous Napoléon III. Il vend tout, il prend le bateau et il va à Coquimbo, au Chili. Alors Coquimbo, c'est au milieu du Chili actuel. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Amérique en général, c'est le lieu de tous les possibles. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, c'est le lieu de tous les possibles parce que les États sont encore faibles, que les particuliers peuvent prendre position pour y créer une entreprise, de faire fortune, ou tout simplement prendre un territoire et se l'approprier. Donc du nord au sud des Amériques, pendant tout le 19e siècle, on a plein de flibustiers qui vont essayer de capturer un territoire, plein d'entrepreneurs qui vont essayer également d'acheter des territoires. On a un Basque qui s'appelle Léon Iturburu qui achète les Galapagos, en Équateur, enfin qui appartiennent aujourd'hui à l'Équateur. À l'époque, il finit par le céder à son village dans le sud de la France, qui ne sait pas quoi en faire. Et enfin bon, donc tout un tas d'aventures comme ça au fil du siècle, d'autant que le continent est sous-peuplé. Aujourd'hui, on a des nations qui sont comme le Mexique, le Brésil, au-dessus de 150 millions d'habitants. À l'époque, le Mexique, s'il est à 15 millions d'habitants, c'est vraiment le bout du monde. Je me souviens qu'en 1810, enfin quand je me souviens d'avoir vu les chiffres, en 1810, ils étaient 9 millions d'habitants au moment de l'indépendance au Mexique. Donc c'est vraiment très très peu d'habitants. Et dans la région qui nous intéresse, donc l'Araucanie, le sud, la moitié sud du Chili actuel, plus la Patagonie, s'il y a 500 000 habitants, c'est le bout du monde. En plus, c'est pas une région qui est forcément facile à vivre. Alors, c'est tempéré, mais c'est très pluvieux. Voilà, c'est vraiment pas facile. Surtout la Patagonie est pluvieuse, l'Araucanie est un peu plus montagneuse. Mais voilà, il y a cette cordillère au milieu qui fait que d'un côté comme de l'autre, les précipitations sont plus élevées. Donc, c'est pas une région très hospitalière, même si Antoine de Tounens va essayer d'en faire la promotion en affirmant que c'est un climat tempéré, qu'on peut s'y installer, etc. Mais c'est vrai qu'on est loin des tropiques ou de l'équateur. Donc on est sur potentiellement des températures plus clémentes. Donc tout est possible, effectivement, et l'État chilien, qui est un État jeune, puisque son indépendance était au début du 19e siècle, 1811, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est parce que je parle de 1811 parce que c'est également l'époque où ils ont aboli l'esclavage, le Chili est le premier État dans le monde à avoir aboli l'esclavage, en tout cas dans cette partie du monde, à avoir aboli l'esclavage. On verra après qu'on va évoquer cette thématique-là sur Dutroux-Bornier, les Péruviens et toute cette partie-là. Et donc le Chili était un petit État qui aspirait à s'étendre et de fait je crois que c'est le seul État d'Amérique latine qui n'a jamais perdu une guerre. En fait, depuis son indépendance, il a beaucoup guerroyé au 19e siècle et il n'a jamais perdu. Donc il s'est agrandi vers le nord aux dépens de la Bolivie, il s'est agrandi au sud aux dépens de l'Araucanie, qui à l'époque était encore une zone peuplée de tribus, les Mapuches, Mapuches. Voilà, je vais dire en fonction de comment on se sent. Et donc cette région-là a été finalement dominée à la fin du 19e siècle. Il faut plusieurs décennies de campagne militaire,
de tromperie et autres de ruse pour pouvoir prendre en main et pacifier cette région-là, parce que les Mapuches sont un peuple qui ne se laisse pas dompter facilement, qui est fier et guerrier, et en plus qui est très turbulent et qui jusqu'à présent, jusqu'au moment où Aurélie Antoine arrive, enfin à l'époque il est encore Antoine de Tounens, n'a pas réussi à s'unir. Donc Antoine de Tounens arrive à un moment de l'histoire de cette région où les clans se disent, si on ne s'unit pas, si on n'arrive pas à trouver un élément commun, on va se faire bouffer par le Chili. Et lui arrive en 1858 à Coquimbo. Il s'installe là-bas pendant 1 an pour apprendre l'espagnol, pour pouvoir faire des reconnaissances sur la région, comprendre le Chili, comprendre également l'Araucanie. Et en 1859, il se décide, il prend un cheval et il part dans le sud, donc vers l'Araucanie. Alors d'après certaines sources, il serait parti avec 2 Français, Monsieur Lachaise et Monsieur Desfontaines. Pour d'autres sources, en fait, parce que ces noms apparaissent sur la proclamation de l'indépendance de l'Araucanie. D'accord. Mais d'aucuns pensent que Monsieur Lachaise, ça serait en fait un patronyme inventé à partir de son lieu de naissance. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Et Desfontaines, parce que c'est une ville qui est proche de Périgueux, je crois. D'accord. Voilà. Donc, son lieu d'enfance, quoi. voilà. Donc a priori, il est parti avec un guide et sans plus. Et il est allé à la rencontre des Mapuches. Il a essayé de comprendre d'abord comment ça se passait, qui faisait quoi, et ensuite il a très rapidement proposé son projet de se faire proclamer roi. En toute modestie, voilà. Et le fait est que, comme j'expliquais, c'est une région où ils avaient le besoin de se réunir, ils avaient besoin de s'unir pour pouvoir faire face à une menace, et le discours a été bien reçu. Alors pourquoi bien reçu de la part d'un étranger? Parce que comme les clans n'arrivaient pas à s'entendre, finalement le fait d'avoir un étranger qui sache lire et écrire, qui soit français, qui puisse donc faire de la diplomatie au-delà de leur territoire, je pense que c'est un discours qui a pu porter, puisque dans de nombreuses... Je parle de lire et écrire, c'est pas de la condescendance, c'est simplement que dans de nombreuses sources, effectivement, on indique que c'était le seul, Aurélie Antoine était le seul à savoir lire et écrire, tout ça, au milieu de peuplades qui ne savaient pas, qui n'avaient pas d'alphabet et qui ne savaient pas lire. Or, si vous voulez communiquer avec faire de la diplomatie, si vous contacter des monarques étrangers ou des présidents, il faut pouvoir envoyer des courriers. Et ça aide beaucoup. Alors c'est un détail, mais c'est quand même important. Voilà. Et le fait d'être étranger, ça a été cette chose en plus qui a fait qu'ils se sont dit, pourquoi pas. Et donc en 1860, au début de 1860, il se fait acclamer roi. Alors on va se demander, est-ce que c'est valable? Est-ce que qu'est-ce qu'il faut pour devenir roi? Parce que je crois que si vous allez au centre d'information et d'orientation de votre lycée ou de la fac, pour être roi. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de filière. Donc voilà, il n'y a pas bac R. Bac royauté. Voilà, il n'y a pas ça. Donc on devient roi. On peut devenir roi traditionnellement, en tout cas en France, par acclamation. Ça se faisait sous les Mérovingiens, je crois que ça s'est fait sous les Carolingiens, ça s'est fait aussi sous l'Empire romain. Si les soldats vous acclament, vous êtes roi. Vox populi, vox dei. D'accord, la décision du peuple. C'est la décision de Dieu. Donc il prend pour nom Aurélie Antoine Ier. Et ce nom va rester parce qu'aujourd'hui encore il est connu dans ces régions d'Araucanie et de Patagonie. Il évoque aussi une certaine nostalgie d'une utopie qui n'a bien sûr pas pu avoir lieu, mais il y a eu notamment un publiciste et cinéaste argentin qui était obsédé par ce personnage-là. Je crois que il s'appelait Juan Ferran.
alors je me souviens plus exactement du nom, mais en tout cas il a essayé de faire un film sur Aurélie Antoine dans les années 70, et je crois que c'était, enfin c'est les chroniques d'une catastrophe à chaque fois, parce que problème de financement, problème d'acteurs, etc. Et voilà, donc il se fait acclamer. Et il décide donc de parcourir son royaume pour pouvoir lever les troupes et protéger la frontière, puisque sa principale préoccupation, c'est de pouvoir signer la paix avec les républiques du Chili et les républiques d'Argentine. Il se fait acclamer par plus d'une centaine de guerriers, quand même. Et donc il fait plusieurs villages, et au fur et à mesure, il obtient le soutien des caciques locaux, des chefs tribaux, qui lui promettent jusqu'à 12 000 guerriers. Alors 12 000, c'est pour la région, c'est gigantesque. Oui, c'est énorme. Par rapport à la population, voilà, par rapport à la population, c'est vraiment énorme. Et par rapport aux armées des républiques qu'il y a en face, c'est énorme. L'armée de l'Argentine, au moment de 10 ans plus tard, au moment de la guerre de la Triple Alliance, c'est 7 000 hommes. Oui. Le Brésil en temps de paix, c'est 15 000 hommes. Alors bien sûr, en temps de guerre, ça monte à 100 000 et quelques. Mais voilà, disons que sur une guerre défensive, avoir 12 000 combattants, c'est énorme. Et donc il donne un point de rendez-vous qui se trouve non loin de la frontière. Il s'y rend avec son serviteur et domestique qu'il était allé chercher. Parce qu'en fait, entre-temps, après avoir été acclamé, il est retourné au Chili. Là, il a rédigé plusieurs lettres, etc. Il y est resté quelques mois sur place, au vu et au su de tout le monde. Alors, lui dit à l'époque que tout le monde pouvait savoir qu'il avait eu ce projet-là et qu'il était roi, qu'il avait été acclamé, etc. Donc, c'est pas du tout son intention de déclencher un conflit. Bon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio. Je doute que l'information ait pu porter jusque-là. Mais bon. Alors, toujours est-il qu'il rédige plusieurs lettres à l'intention du président du Chili, à l'intention de l'empereur Napoléon III, de ça, parce qu'il essaye son objectif est de pouvoir placer l'Araucanie-Patagonie sous la protection de Napoléon III. Bien sûr. On est là en 1860, alors juste pour rappeler, 1860, on est juste avant la guerre de sécession, donc les États-Unis sont bien occupés au nord, la France est très occupée au Mexique, puisque c'est le début de l'aventure mexicaine sous Napoléon III, donc qui va de 1860 à 1867, qui se termine avec le désastre de Cameron et les Français qui sont chassés du Mexique. Donc, la France est déjà bien prise également en Amérique latine. Et à ce moment-là, l'ensemble des pays latino-américains de la côte pacifique sont en guerre avec l'Espagne. Donc il y a souvent des soucis entre navires européens, navires latino-américains. Je crois que le dinosaure ça fait la malle. Donc tant pis pour lui. Donc dans ce contexte-là, toutes les nations sont bien occupées, le Chili aussi. Le Chili a beaucoup de tensions avec la Bolivie et le Pérou, déjà au nord, voilà. Ce qui fait que ça crée quand même pas mal d'opportunités pour réaliser ce projet. Après tout, quand on est face à deux nations, Argentine et Chili, qui sont potentiellement rivales, on peut jouer l'une contre l'autre sans trop de soucis pour pouvoir essayer de survivre, surtout si on a la protection d'un grand. Bon, donc ça se tenait. Voilà. Et donc après quelques mois de retour au Chili, il revient en Araucanie pour retrouver les caciques, lever ses troupes, tel que je l'évoquais. Voilà. Et là, alors qu'il se rend à son point de rendez-vous, patatras, il se passe la même chose qu'à la fin de Sacré Graal avec les Monty Python. C'est-à-dire qu'il arrive sur place et la police débarque et le met aux arrêts. D'accord. Voilà. Alors il doit sa vie à la présence de marchands chiliens qui étaient de passage et qui fait que vraisemblablement, d'après ce que lui a dit, après je ne sais pas si c'était l'intention réelle des policiers, mais lui a affirmé que si les marchands n'avaient pas été là, sans témoin, il aurait certainement été exécuté pour éviter que il y ait une sédition dans le sud du pays. Donc il est arrêté.
D'accord, et par la police de quel pays? Du Chili. Du Chili. D'accord. Voilà, de la police du Chili. Il est arrêté, il est mis aux arrêts dans la ville qui est juste à côté. Je ne me souviens plus du nom, mais toujours est-il que on essaye, la juridiction civile dit nous, ça ne nous regarde pas. Donc on dit on va le faire passer au tribunal militaire. Il reste plusieurs mois aux arrêts dans une espèce de grand hangar, voilà, où tout est à sa charge. Il attrape une dysenterie, il reste 5 mois alité. Enfin bon, il fait son testament, il reçoit l'extrême onction, tout ça, mais des conditions difficiles. Et finalement, on dit, il relève pas de la juridiction militaire, on va le déplacer à, je crois que c'est à Coquimbo, où là, il doit être jugé par le tribunal local. Là, il a de nouveau peur pour sa vie, puisqu'il se dit on va pas passer par mer, on va passer par terre, et là, il n'y aura pas de témoin, donc on peut me supprimer. Il arrive pourtant en vie, devant le tribunal, et le juge prend la meilleure décision qui soit. On est en fin 1860, il dit en fait, cet homme est fou. D'accord. Donc on s'en lave les mains, il n'y a pas de voilà, c'est comme il est fou, il va rentrer chez lui. Donc le consul de France met tout de suite la main sur lui, le fait mettre le met dans un navire, le fait rapatrier en France, et donc en 1862, il arrive en France. Et là, aussitôt arrivé en France, il rédige plusieurs articles, il rédige des traités, etc., pour pouvoir faire reconnaître son pays et obtenir des soutiens. Voilà, il ouvre une souscription pour réclamer 100 millions de francs, ce qui déjà à l'époque était énorme. C'est gigantesque, on verra après. Et la seule chose qu'il a en retour, c'est des colibets. Tout le monde se moque de lui. Quelques personnes le soutiennent, mais dans l'ensemble, la presse parisienne, la presse française se moque de lui en disant qu'est-ce que c'est que ce petit gars de Périgueux qui veut devenir roi. Comme quoi, la géographie, l'origine géographique, ça joue aussi dans les mentalités. Donc, il essaye de conduire son projet à bien, d'obtenir des soutiens, mais à chaque fois, il se trouve en but avec les moqueries. Jusqu'au jour où, en 1800, là on est en 1866, on est quelques années après, il rencontre Monsieur Planchu. Alors, Monsieur Planchu est avocat, et lui, son rêve, c'est de pouvoir rédiger un dictionnaire français-indien. Et donc l'aventure l'intéresse, et il propose de financer. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'argent. C'est difficile de financer. Voilà. Donc il essaye de négocier avec son père pour qu'il lui prête 10 000 francs. Donc on voit qu'ils ont déjà considérablement réduit les frais. Le père refuse parce qu'il doit se dire que c'est complètement loufoque. Et finalement en 1868, là il finit par réunir 3 000 francs. Et ce qui permet de couvrir les frais de voyage pour les deux, pour aller jusqu'en Argentine. Puisque, alors, chose intéressante pour avoir une idée des prix, un voyage, donc une personne, ça coûte 1000 francs pour aller de France jusqu'en Argentine. Voilà, donc si vous voulez avoir une idée de la valeur en euros actuels, je crois qu'un 20 francs or, aujourd'hui, c'est 200 euros. Donc, rien qu'en faisant, il faudrait avoir une table de francs constants, etc. Mais déjà, rien que pour se donner une idée, un franc, c'est à peu près 10 euros. Donc, ça correspondrait aujourd'hui à un billet qui par rapport à notre pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat serait à peu près à 10 000 euros par personne. Allez, donc c'est vraiment, vraiment une aventure. Voilà. Donc, en l'occurrence, ils arrivent en 1869, ils mettent plusieurs mois de voyage, ils arrivent en 1869 à Buenos Aires, ils essayent de rallier la Patagonie, finalement ils font chemin arrière parce qu'ils n'arrivent pas à passer la ligne de Fortin de la frontière. Et d'ailleurs, au Chili, comme en Argentine, il y a une frontière sud, ce que Aurélie-Antoine Ier met en exergue en disant mais s'il y a une frontière sud, c'est qu'au-delà, c'est pas le Chili, c'est pas l'Argentine, donc ça peut être mon royaume. Voilà, je suis légitime. Bon, finalement, ils prennent le bateau pour doubler cette frontière de Fortin, et là, ils se retrouvent avec un capitaine alcoolique dans une tempête, etc. Enfin bon, l'horreur. Ils arrivent en vrac en Patagonie,
Et là, ils se font accueillir par les caciques locaux qui leur préparent un bon accueil, D'accord. qui leur réservent un bon accueil. Et le Planchu décide, au bout de quelques semaines, de retourner à Buenos Aires pour voir si son père lui a envoyé quelque chose en soutien financier. Il faut voir que déjà à l'époque, ils s'entendaient pas trop. Les caractères sont totalement différents. Les deux personnes s'entendaient pas trop déjà en France. Par exemple, Antoine de Tounens rapporte un dîner où Planchu l'accueille. Il mange du poulet. Et il s'offusque qu'on lui propose que la cuisse et pas l'aile. D'accord. Aujourd'hui, on s'offusquerait de l'inverse. Voilà. Mais l'aile symbolise la noblesse. D'accord. Ah oui. Parce que c'était donc le symbole derrière. voilà, il y a toute cette symbolique là. Et donc il dit quand même, si je suis son roi, il devrait m'offrir l'aile. Bon, et l'autre s'en met plein la lampe sans trop faire attention à lui. Et après, il lui dit bon, on va aller au théâtre. Et Tounens lui dit non, je n'ai pas trop envie. Il dit moi j'ai envie, alors on va y aller. Alors du coup ils vont au théâtre, il lui paye sa place pour lui faire sentir qu'il y a l'argent. Oui, voilà. Et déjà à l'époque il y avait quelques dissensions, il y avait c'est pas deux personnes qui étaient faites pour s'entendre. Voilà. En plus, arriver sur place, pas dire que Antoine de Tounens était dans son élément, mais quand même il arrivait à évoluer auprès des Patagons ou des Mapuches. Alors que l'autre apparemment a quand même beaucoup de soucis à s'intégrer dans les tribus, à chasser, vraiment à se débrouiller dans la nature. Oui. Donc son départ est pas trop mal, quoi. C'est plutôt même opportun. Et donc il est convenu qu'il se retrouve à cet endroit-là, mais à ce moment-là, Antoine de Tounens, Aurélie Antoine Ier, on va l'appeler par son nom de monarque maintenant, puisqu'il est roi à présent, Aurélie Antoine apprend qu'il y a des dissensions, il y a des risques de guerre avec l'Argentine, il y a des problèmes également en Araucanie, donc il décide de ne pas attendre Planchu et d'aller directement en Araucanie. Donc il part avec une délégation avec deux Patagons, deux Indiens qui vont avec lui pour traverser la cordillère des Andes et aller en Araucanie côté chilien. Donc ils partent. Déjà, rien que traverser la cordillère des Andes à cette époque-là, aujourd'hui c'est un exploit, mais alors à cette époque-là c'était un exploit sportif. C'est une expédition en tant que telle. Donc, et il y parvient, il est accueilli, je ne vais pas dire qu'on lui fait un triomphe, mais il est super bien accueilli par les Indiens, parce que le Chili, après son arrestation de 1861, avait fait courir le bruit qu'il l'avait pendu. D'accord. Donc le fait qu'il revienne vivant, il est c'est quasiment un message divin. Et en plus il est reconnaissable, il est très grand, il a les cheveux longs et frisés, une grande barbe noire. C'est un personnage avec beaucoup de charisme mais en tout cas très reconnaissable. Donc il est très bien accueilli. Il décide de créer un gouvernement, il crée un ordre militaire comme l'ordre de la Légion d'honneur pour pouvoir donner des récompenses. Il fait le tour des tribus, et ayant eu vent qu'il était de retour, les Chiliens envoient donc un bataillon de l'armée en territoire indien pour le réclamer. Et les Indiens le cachent. On ne parvient pas à l'arrêter. Il est protégé par les Indiens, et plus on fait de menaces, plus les Indiens le protègent. Donc il est très bien accueilli et très protégé. Enfin, il est légitime finalement. Lui, il dit c'est ça. Il est dans son royaume. Alors, je ne sais pas si les Indiens ont totalement perçu la portée de ça, mais je pense que oui, parce que l'accueil qui lui est réservé, la protection qui lui est offerte, me semble assez digne de croire qu'ils avaient bien compris qu'il s'était fait acclamer roi, pas autre chose. Bon. Et on va le laisser là.
Parce que on va passer maintenant à un deuxième personnage qui est Jean-Baptiste Dutroux-Bornier, puisque ça se passe à peu près à la même époque, c'est pour Jean-Baptiste Dutroux-Bornier. Alors Dutroux-Bornier, il est né dans le Poitou en 1834, et en 1848, il laisse sa famille à 14 ans pour aller s'embarquer sur un navire au Havre et courir l'aventure, les mers. On le retrouve canonnier au siège en Crimée, siège de Sébastopol en Crimée pendant la guerre de Crimée en 1856. Alors 14 ans, c'est très tôt, mais c'est pas le premier non plus. C'est-à-dire que c'est une époque aussi où alors, est-ce que c'est parce que les parents ne reportaient pas leur affection comme sur leurs enfants, comme on peut le voir aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'on était émancipé très tôt? Est-ce que c'est l'ennui ou autre? C'est vrai que quitter la famille, c'était quelque chose de plus normal que maintenant. Voilà, c'est ça. Et c'est pas le premier à l'avoir fait, que ce soit en Europe ou... Là, on parle souvent de David Crockett, notamment quand on va à Disneyland, tout ça, il y a toujours David Crockett. David Crockett, je crois de mémoire qu'il a quitté sa famille à 14 ans. D'accord, c'était aussi, c'est pour courir les bois. Bon, voilà, ça arrivait souvent à l'époque. Et donc, il apprend à naviguer. C'est un bon capitaine, un bon navigateur. Et en 1864, il se dit, il est de retour en France, il vient de se marier avec une professeure de piano. Je crois ils viennent d'avoir un enfant, un nouveau-né. Et il veut repartir chercher fortune. Et il achète un navire. Il prend des parts dans un navire, en tout cas, avec un associé. Et donc il s'endette sur plusieurs années, plusieurs milliers de francs pour pouvoir acheter sa part. Et il achète le Tampico, qui est un navire qui avait déjà croisé dans le Pacifique et qui était de retour à Bordeaux. Il s'embarque avec son associé qui, en cours de navigation, s'avère être alcoolique, qui manque plusieurs fois de couler le navire. Voilà, donc c'est pas le super associé. Ils vont en Argentine, ça marche pas, donc ils traversent le Cap Horn. Là aussi, c'est une aventure en soi. Tout à fait, et arrivé à Valparaiso au Chili, son associé lui dit bon, écoute, je te vends mes parts. Je te les laisse, moi je vais débarquer ici et puis je fais ma vie, je fais ma route et toi tu fais la tienne. Plutôt un bon deal a priori. Le gars accepte, Dutroux-Bornier accepte et il reprend le navire, donc le Tampico, et il va jusqu'au Pérou, à Callao, qui est le port principal de haute mer du Pérou. Et là, arrivé à Callao, il va pour embarquer des marchandises, il descend à terre, tout ça, et il est arrêté par la police. Parce que, ce que ne lui avait pas dit son associé, c'est que le Tampico avait été utilisé pour ravitailler des troupes espagnoles qui se trouvaient au Pérou. D'accord. Et comme le Pérou est en guerre avec l'Espagne, c'est une prise de guerre. Le bateau était attendu, quoi. Et lui, c'est un prisonnier de guerre également, sans avoir combattu. Oui, voilà. Il se retrouve en prison, il fait des pieds et des mains. Le consul de France à Callao fait des pieds et des mains également pour le sortir. Et après moult péripéties, le juge décrète rend un verdict donc de non-lieu. Il peut récupérer son bateau et il s'en va dès que possible. Oui, quitter les lieux là. Voilà, là il quitte les lieux et il va à Tahiti. À Tahiti, où donc il fait le calcul en mer du nombre de jours dont il a besoin pour pouvoir arriver à Tahiti. La traversée est assez rapide. Elle est annoncée dans les journaux locaux et il y passe quelques mois et il se lie d'amitié avec John Brander, qui était à l'époque un grand négociant et une famille très influente dans la région. On va retrouver ces personnages-là dans l'histoire de l'île de Pâques, parce que le John Brander a de la famille tahitienne également, et donc entre métis, tahitiens, européens, il tisse tout un réseau de contacts et d'influences dans toute la Polynésie, mais même au Chili, puisque la femme du consul d'Allemagne au Chili est la nièce
est une petite nièce de John Brander. D'accord. Donc c'est une des fortunes locales. Mhm. Il s'associe avec Dutroux-Bornier pour pouvoir mettre en place des lignes de courrier entre Tahiti et Valparaiso. Donc on annonce dans les journaux départ tel jour du bateau pour les courriers pour l'Europe, etc. Donc il décharge à Valparaiso, c'est embarqué par un autre navire qui part en Europe et qui amène du coup le courrier en quelques mois, quelques semaines seulement. Donc pour l'époque, hein, bien sûr. Oui, non. Mais au moins il y a une ligne officielle. Quoi. Et dans son contrat, donc il doit faire l'aller et ensuite le retour avec un temps donné. Puisque on lui dit par exemple, vous devez rallier cet endroit en mettons 21 jours, hein, c'est peut-être pas ça, mais juste pour se donner une idée, si vous dépassez, vous devez nous payer une pénalité. Bon. Il arrive plus tôt que prévu que son contrat à Valparaiso, et là, à Valparaiso, il décharge son courrier. Il n'est pas arrêté par la police. Hein. Oui, pas encore, parce que là, il n'était pas attendu. Pas encore là. Et là, il rencontre des missionnaires qui partent pour l'île de Pâques. D'accord. Ah, ça y est. Voilà, ça y est, on voit le lien. On voit le lien, ça y est, on a trouvé la raison. Et il s'agit du père Roussel qui est avec un ingénieur qui s'appelle Hérault, dont la grande passion dans la vie c'est d'évangéliser les peuples, de faire baptiser, etc. Donc de porter la bonne parole. Et ils vont à l'île de Pâques parce que l'île traverse, je vais revenir après sur son histoire, elle traverse une période difficile et c'est le moment d'aller de leur porter assistance, mais également de les évangéliser. Donc il est d'accord pour les apporter, de les convoyer jusqu'à l'île de Pâques, 4500 km quand même. Hein. D'accord, ah oui, le voyage. C'est quand même, voilà, c'est pas. Mais même Tahiti, il y a quelque chose comme 5000 km. Hein, c'est impressionnant à parcourir. Ah oui, pour l'époque. c'est énorme. Donc il les convoie jusqu'à l'île de Pâques, et là il passe quelques jours à l'île de Pâques, il fait des reconnaissances, et il se dit mais c'est une super opportunité. La population, il n'y en a quasiment plus. Parce qu'ils sont tous malades, ils meurent tous les uns après les autres, je vais revenir dessus, malheureusement. Les étendues, tout a été déboisé au XVIIe siècle, donc il n'y a plus un arbre, il n'y a que des pâturages. On pourrait y mettre des moutons, des dizaines de milliers de moutons, et faire de l'élevage de moutons, et faire fortune. Parce que lui, il a toujours cette dette à rembourser, donc il cherche des moyens de pouvoir la rembourser. Alors il écrit donc il fait un mémo pour son associé Brander, il retourne à Tahiti, et il recharge et il revient en 1868 sur l'île de Pâques. Alors l'île de Pâques, à ce moment-là, elle est déjà au fond du gouffre. C'est je crois l'un des territoires habités au monde les plus éloignés de toute terre. Voilà, on est à 4500 km du continent le plus proche, et pareil pour les îles, c'est 2, 3, 4000 km pour arriver en Polynésie, ou en Polynésie française par exemple. C'est vraiment une terre isolée. Qui, semble-t-il, on connaît peu sur l'histoire d'avant le contact avec les Européens, mais ça a été le lieu d'un huis clos. La population serait montée au-delà des 10 000 habitants. Il y a 160 km², je crois, de mémoire. Il y a quand même de la place, mais voilà, c'est pas très grand. Hein. C'est un triangle au milieu de la mer, avec que des falaises. Et c'était boisé, et jusqu'au XVIIe siècle, donc la population prospère, construit les fameux moaïs, donc les statues qui font la célébrité de l'île de Pâques. Et au XVIIe siècle, il se passe toute une série de guerres civiles, de conflits, de choses comme ça, qui font que tout est déforesté, on parle d'anthropophagie, la population se réfugie dans les grottes, des guerres endémiques. Et après, il y a le contact avec les Européens. Donc les maladies, donc également au début tout le long du XIXe siècle, des rapts d'indigènes pour l'esclavage, tout ça. Et après l'abolition de l'esclavage officiel, en fait, on les kidnappe pour faire des travaux forcés.
Oui. C'est pas de l'esclavage, Non. mais on leur supprime leurs droits et ils signent un contrat à vie en fait qui les lie à un patron pour Oui. un salaire dérisoire, D'accord. sans pouvoir quitter l'endroit. C'est entre l'esclavage, le servage, Oui, voilà, ils sont vraiment dépendants. Et la population au début des années 1860, elle était de 1700 habitants. Les Péruviens, je crois que les Péruviens en emmènent plusieurs centaines, ce qui fait qu'en 1864, quand le frère Hérault arrive sur l'île pour pouvoir, je sais plus je crois qu'il était venu faire une halte sur place, lui il estime la population à 1000-1200 et les recensements d'après on tombe à 900 et puis après 600 habitants quand Dutroux-Bornier arrive en 1868. Donc la population, voilà, ça, entre les rapts, le retour des quelques habitants qui ont survécu et qui ramènent la petite vérole, voilà, la tuberculose, etc., qui déciment la population, ben, la démographie, elle se réduit considérablement. Et donc en 1868, il revient. La du 18e et 19e siècle, des guerres tribales entre les différents monarques pour s'assurer le pouvoir. Voilà. Et les missionnaires arrivent à pacifier l'ensemble en évangélisant. Donc le christianisme progresse très rapidement et permet de freiner la guerre, de limiter la guerre et d'assouplir les relations entre les clans. L'inconvénient, c'est qu'il y a énormément de tablettes en langue locale qui vont être brûlées parce qu'elles sont païennes. Donc on perd énormément du patrimoine, des connaissances de cette histoire de ce peuple. Quoi. Donc quand il arrive sur place, au début, l'entente avec les missionnaires est très cordiale. Ils leur apportent du matériel, ils font du commerce, tout ça. Et lui, il essaye de se rendre maître de l'île petit à petit en se créant un clan, en armant les indigènes. Et là, les tensions montent très rapidement. En 1869, la relation est consommée. Les missionnaires sont défiants vis-à-vis du Dutroux-Bornier. Et réciproquement, puisqu'il le gêne dans son entreprise. Les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir vendre la population à son associé pour aller travailler à Tahiti, et puis pouvoir mettre des moutons à la place pour pouvoir faire fructifier le lieu, ce qui n'est pas du tout le même objectif des missionnaires qui sont là quand même essentiellement pour évangéliser et sauver la population. En 1870, on est au fond du monde. 1870, c'est la guerre entre la Prusse et la France. On est très loin de tout ça. Un navire fait escale à l'île de Pâques et Dutroux-Bornier leur échange des moailles contre, les moailles, les statues pasquanes, ils les échangent contre des armes à feu et de la poudre à canon. Et là, on monte d'un cran puisque les indigènes sont... donc lui est armé avec une arme à feu, les indigènes avec des armes blanches, mais il a également un canon. Et il n'hésite pas à tirer sur un des missionnaires, le père Roussel, à l'arme à feu. Il le blesse, il le tue pas, mais il le blesse. Et il fait tirer de son campement vers le campement de la mission avec son canon. Dès lors, les missionnaires se disent qu'il faut partir. Donc ils prennent le prochain navire et ils emmènent avec eux 200 ou 300 indigènes qui vont pouvoir s'installer à Mangareva, qui se trouve à 2000 km à peu près de Pâques. C'est la Polynésie française. Voilà, c'est le sud de la Polynésie française. Et ils font part de ce qui se passe sur l'île de Pâques à Monseigneur Jossen, qui est l'évêque de Tahiti, l'archevêque de Tahiti. Et à partir de là, Dutroux-Bornier se fait proclamer roi, Jean Ier. Tant qu'à faire. Alors on le trouve aussi sous le nom d'Onésime, parce que c'était son deuxième prénom. D'accord, donc il l'a utilisé aussi. Donc voilà, si vous cherchez sur internet, vous pouvez le trouver sous Jean-Baptiste ou le nom d'Onésime, c'est la même personne, même personnage.
Et là, on rentre dans une période brutale, puisqu'il est le souverain incontesté, il règne avec la violence, par la violence, et à telle enseigne que en 1876, je crois qu'on est réduit à 111 habitants. Donc il y a plusieurs dizaines de... entre les maladies et puis les exécutions, il fait brûler des villages, tout ça, donc voilà, il se fait vraiment... son autorité, mais du coup, c'est ça. Ça double tranche. Et il épouse la fille d'un des caciques locaux, qui fait proclamer reine également, ce qui lui donne une légitimité locale pour, en 1873, acquérir des terres, et il achète, je sais pas, 20% de l'île. Mais pour des babioles, hein. Voilà. Donc, je rappelle qu'il était déjà marié avant de partir. Oui, c'est vrai. Je me dis, hein, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Et donc en... Ça y est, le dinosaure. C'est la fin de Jurassic Park. Donc, on va revenir bientôt. Ouais, donc en 1873, il acquiert 20% des terres de l'île de Pâques. Et ce problème-là, cette acquisition a posé un problème, je crois, jusqu'en 1990. D'accord. Parce qu'en 1876, on ne sait plus trop ce qui se passe entre 1870 et 1876. Il y a Pierre Loti qui fait escale quand il était marin, donc l'écrivain Pierre Loti, qui était marin sur un navire français, il fait escale en 1872. Mais on a très très peu d'informations sur ce qui se passe dans ce huis clos loin de tout. On suppose qu'il a été exécuté en 1876, il a été assassiné pour rivalité, ou d'aucuns disent aussi qu'il aurait voulu abuser d'une femme qui était mariée à un homme, et donc l'homme s'est vengé. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Toujours est-il que ses enfants, il a 2 enfants avec la reine Pasquane. Les enfants sont sauvés in extremis de la vindicte populaire. Ils sont protégés par des Pasquans. Et lui est tué, semble-t-il, quand il était à cheval dans l'île en 1876. Étant mort, on doit régler le problème de ses actions. Donc c'est John Brander qui récupère la gestion de l'entreprise, et on envoie sur place le neveu de John Brander qui s'appelle Alexandre Salmon, qui est franco-tahitien, anglo-tahitien, pardon, qu'on trouve également sous le nom de Tati Salmon. C'était également son autre nom qu'on trouve un petit peu dans les textes. Et lui, il va être en charge de l'île, il va gérer les affaires courantes pour l'entreprise jusqu'à l'arrivée de l'annexion du Chili dans les années 1880, je crois que c'est en 86. Et donc cet héritage, eh bien, entre son épouse en France, son associé qui décède également, finalement, je crois, dans les années 1880-90, comme il y a tout un enchevêtrement de droits, de ceci, cela, je crois que c'est finalement, la justice est rendue finalement en 1990, et je crois en faveur de l'île de Pâques. Mais il a fallu un siècle pour pouvoir vraiment trancher cette histoire juridique, cette histoire légale, voilà, à qui appartenaient ces terres-là. Les moutons vont rester jusqu'au milieu du XXe siècle, puisque après c'est repris par une entreprise écossaise qui va y installer encore d'autres moutons. Alors c'est tragique parce que la population pasquane, en fait les moutons sont en liberté, la population pasquane, sous prétexte de lèpre, est parquée dans un enclos. D'accord. Voilà, dans une léproserie, et jusqu'en 1960, on interdit les voyages dans l'île sous prétexte qu'il y a le lait. Pour pas transmettre. Voilà. Alors que, semble-t-il, c'était des cas assez rares. Mais bon, là on va au-delà de la problématique d'aujourd'hui. Toujours est-il que ce flibustier s'est approprié l'île de Pâques, donc pendant une dizaine d'années. Il laisse un mauvais souvenir quand même de cette période-là. C'est brutal, par la force. C'est ça, c'est vraiment par la force. Ce qui n'est pas du tout la personnalité qui est décrite avant son départ pour le Pacifique. Enfin, on ne nous décrit pas un personnage comme ça. Plutôt quelqu'un d'aventurier. Voilà, c'est ça, un navigateur, c'est ça, plus ouvert, moins brutal et violent que ce que l'on a pu constater pendant son séjour sur l'île de Pâques.
D'accord. Hein, c'est le deuxième aventurier, donc on a eu le bon, la brute, il y a bientôt le truand, ça vient. Mais retrouvons Aurélie Antoine. On n'a pas le final. Voilà, donc lui, il s'était caché en Araucanie pour fuir les Chiliens, et là il se dit, il faut absolument qu'on revienne, qu'on amène des armes, qu'on amène de quoi protéger les frontières et affirmer l'indépendance, l'indépendance du royaume d'Araucanie-Patagonie. Il repart en France de son propre chef et sur place, il va essayer de nouveau de lancer des souscriptions, d'obtenir des soutiens, tout ça. Bon, sa santé a commencé à décliner parce qu'avec ses différents séjours en prison au Chili au début des années 60, ses voyages, traversée de la cordillère des Andes, apparemment ça l'a affaibli. Et personnage très créatif aussi parce qu'il est c'est l'auteur d'un traité. Il écrit un traité donc au moment de la guerre de 70 avec la Prusse. Il écrit un traité sur comment protéger les soldats des balles adverses. Et il a un procédé qui protège les soldats et qui donc apportera à la nation qui l'aura eh bien, la possibilité d'avoir un atout majeur. Voilà. Alors, en 1871, il prend contact avec la Prusse, qui est donc en train d'occuper une partie de la France. La Prusse prend ça un petit peu au sérieux en disant pourquoi pas, il envoie un officier sur place, et là il dit vous aurez le procédé si vous rendez l'Alsace et la Lorraine, et si vous annulez les indemnités de guerre, etc. Bon, on ne peut pas ôter au gars qu'il avait du culot, quoi. C'est pas trop équitable entre un brevet et puis après, si ça apporte, si ça permet de protéger, bon, à mon avis, c'était surtout dans sa tête, quoi. Mais, il a réussi à devenir roi en demandant. Ouais, on peut pas toujours réussir. Voilà, mais bon, finalement, la Prusse l'envoie balader. Et il avait réfléchi aussi à des problématiques astronomiques. Il voulait déterminer si la Terre était au-dessus ou en dessous du Soleil. D'accord. Oui. Bon, mais faut se replacer dans le contexte de l'époque. C'était une question, qui était à l'ordre du jour. Voilà. Et alors, en 71, donc il essaye de lever des fonds. Il y arrive un petit peu, mais pas trop. Il a quelques soutiens. Bon, la France, la République, qui sort de la guerre avec la Prusse, a d'autres chats à fouetter que de se lancer dans des aventures coloniales. Elle va le faire seulement une dizaine d'années plus tard ailleurs, dans le monde, donc en Afrique, en Asie, etc. Mais là, elle sort de la guerre, il y a la commune, tout ça. Et lui, justement, dit, mais tous ces communards, tous ces révoltés, etc., mais donnez-les-moi. On les installe dans mon royaume. Et ils apporteront la civilisation sur place et ils vous débarrasseront de beaucoup de troubles. Bon, personne ne l'écoute. Et puis il n'a pas d'audience. Des solutions un peu radicales. Voilà, c'est ce qui a été fait en Australie. Hein. Oui, de toute façon, oui, c'est sûr. C'est d'une certaine façon. Et dans les îles Kerguelen, non pas Kerguelen, au nord du Canada, les îles que nous avons encore. Oui, je vois, oui, tout à fait. Près de Terre-Neuve. Mais peu importe, c'est une autre histoire. C'est là-bas. Voilà, en tout cas, ça se faisait à l'époque, effectivement, des colonies quasi pénitentiaires. On l'a fait aussi en Guyane. Voilà, c'était quelque chose qui pouvait avoir lieu. Donc, bon, il n'obtient pas ces soutiens-là. En revanche, il apprend par courrier que Planchu est revenu en Argentine et au Chili et qu'il a usurpé son trône. D'accord. Alors, les mecs sont deux sur le coup, dans le monde entier, et ils arrivent à se chamailler, c'est vraiment la loose. C'est vraiment la loose. Bon, alors il envoie des courriers pour dire que c'est pas vrai, qu'il faut pas, que c'est lui qui est en charge des affaires, etc. Et Planchu lui envoie un courrier pour lui dire voilà, maintenant c'est moi qui suis en charge des affaires, on a fait 2 campagnes militaires, ça se présente plutôt pas mal, et j'espère que voilà, on pourra asseoir l'indépendance du pays. Bon. Il arrive à lever quelques hardis compagnons, à trouver quelques hardis compagnons, lever quelques fonds. Il fait frapper des monnaies, frapper des pièces de 10 centimes. Alors, je le mentionne parce que ce sont des pièces qui sont très recherchées par les numismates aujourd'hui, parce qu'elles existent. J'en ai tenu une d'ailleurs dans ma main, et elles sont donc au profil d'Aurélie Antoine Ier.
avec donc 10 centimes. Je crois qu'il y a deux modèles, il y a 10 centimes, il doit y avoir un franc ou quelque chose comme ça. Oui, il a fait... Voilà, avec marqué Nouvelle-France, 1874, voilà, donc elles existent et ils s'embarquent pour Buenos Aires pour rejoindre ces terres. Et là, en chemin, le Chili dépêche un télégramme en Argentine parce que en fait tout le courrier qui partait pour la France d'Araucanie passait nécessairement par le Chili et vice versa, donc il est élu et donc il savait qu'il allait revenir et ils font arraisonner le navire, les Argentins les mettent en détention avant de les renvoyer vers la France. D'accord, deuxième fois. Voilà, c'est son dernier séjour. Puisqu'il rentre en France et entre-temps l'usurpation de Planchu avait pris fin parce que Planchu a été exécuté. D'accord. Voilà, c'était en 1871, voilà, il a été exécuté vraisemblablement par l'armée chilienne qui s'est débarrassée de lui puisque il s'est noyé dans un torrent et son cheval et ses documents étaient secs. D'accord, oui, donc vraisemblablement on l'a débarqué quoi. Quand même, voilà. Et on retrouve d'ailleurs dans ces documents un courrier de son père qui indique que à Buenos Aires l'attendent 10 000 francs plus 2 chasse-peau, donc les fusils chasse-peau, qui sont des échantillons pour je crois l'envoi de 2000 autres fusils. D'accord, pour pouvoir équiper donc voilà, et 2000 fusils, c'est vraiment conséquent, hein, c'est énorme. C'est énorme. On comprend que les Chiliens aient voulu. Voilà, il y avait vraiment une menace, quoi. Là, la menace devenait vraiment précise. Et Aurélie Antoine est donc réexpédié en France. Il meurt dans la misère en 1878, assez jeune d'ailleurs, parce que 1825, 1878, c'est assez jeune. Et donc il ne revoit jamais sa terre d'Araucanie. Le trône aujourd'hui existe toujours. Il est occupé par un Français. D'accord. Dont j'ai oublié le nom, mais ça a été longtemps le roi Philippe jusqu'en 2000, je crois. Il y a eu un conseil de régence qui s'est installé et qui a nommé un nouveau roi, un nouveau souverain, en 2000, je crois, quelque chose comme ça. Mais il doit y avoir une histoire de succession, un problème de succession, parce que tout le monde ne reconnaît pas le conseil. Et ce conseil le conseil du souverain est toujours tenu par des Indiens Mapuches. D'accord. Toujours sur le principe d'avoir une personne extérieure qui unifie, capable de fédérer, et fédère tous les clans. Tous les clans. Voilà. Et donc c'est jusqu'à aujourd'hui, ce trône existe toujours, fictivement bien sûr, puisque entre temps le Chili et l'Argentine se sont emparés, ont vraiment affermi leur pouvoir sur ces deux régions. Et d'ailleurs après le départ d'Aurélie Antoine, il faut à peu près une quinzaine d'années de pacification avec des campagnes militaires et on envoie également, les Chiliens envoient également des chasseurs de primes qui sont des chasseurs de tête puisqu'ils sont payés à la tête. D'accord. Donc des guerriers Mapuches qui sont capturés. Donc voilà, le rêve prend fin et c'est aussi pour ça que ce côté romantique d'un personnage vraiment qui se donne à un peuple parce qu'il veut devenir roi certes, mais aussi parce qu'il leur apporte une fédération, il leur apporte la liberté, l'indépendance, aujourd'hui est encore vivace, existe toujours dans les récits populaires. Parce qu'on ressent à travers tes propos qu'il a vraiment fait ça par la bonté, par la gentillesse, comme tu disais tout à l'heure, vraiment, il a son rêve, son objectif au départ. C'était son rêve. Mais il a envie de le faire légalement, de tout pouvoir gérer, mais puis surtout aider le peuple sur place. C'est ça. C'était le bon, on a eu la brute. Est-ce qu'on a le temps d'évoquer le truand? Écoute, je regarde sur le programme, mais je pense qu'actuellement, il n'y a personne après toi, donc je regarde ça. C'est bon. Donc toi aussi, derrière la caméra, si tu veux partir en aventure, c'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui. C'est sûr que c'est... Mais voilà, ça s'est fait à plusieurs reprises. Non, il n'y a pas de souci, tu peux continuer un petit peu encore. Bon. Si toi tu es ok. T'as pas envie de dormir? C'est bon, pas de souci. C'est bon. Pas de souci, on est c'est gentil. Donc le troisième, c'est le marquis de Ray. Alors je vais être beaucoup plus bref sur lui, mais c'est le truand. D'accord. Alors le marquis de Ray en fait c'est un breton qui c'est le propriétaire à l'époque du château de Coumec. Alors je ne me souviens plus où c'est exactement en Bretagne, mais donc lui très tôt il s'est embarqué aussi sur un navire et il a voyagé dans les Amériques.
en Asie, au Moyen-Orient. Enfin, il a vraiment fait énormément de voyages dans sa jeunesse. Il y a gagné de l'argent. Il est revenu en France dans les années 70. Et il s'est dit, lui aussi, je peux devenir roi. Pourquoi pas moi? D'autres ont réussi. C'est ça. Et il jette son dévolu sur une terre qui est où il veut installer un endroit qui s'appellera Port-Breton, la Nouvelle-Bretagne, qui se trouve. Alors là, on n'est plus en Amérique latine, on est en Asie du Sud-Est, Océanie. C'est l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors tu vois l'Australie, oui. Au-dessus il y a l'archipel de l'Indonésie avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et au bout de la Nouvelle-Guinée il y a quelques petites îles, c'est les îles de Bougainville, qui aujourd'hui se battent pour leur indépendance, etc. Il y a des mouvements de guérilla, tout ça. Bon bah là il y a une île qui veut coloniser et où il veut établir un comptoir, sachant qu'à partir de là son rêve est de pouvoir agglomérer les îles Bougainville et puis la Papouasie et puis pourquoi pas de créer un empire insulaire. Mais après tout, pourquoi pas aussi, hein. Cécile Rhodes l'a fait en Afrique. C'est l'époque vraiment où c'est encore possible. La Terre est grande, la Terre est connue, elle est grande. Aujourd'hui, la Terre est connue quasiment partout, hein, à 99,9%, mais le monde est devenu plus petit. Voilà. Donc c'est plus difficile aujourd'hui de un territoire, ça devient très difficile. Il y en a encore qui le font, mais c'est assez compliqué. Il y avait un gars qui avait fait ça avec une plateforme pétrolière. D'accord. Bon, oui, donc en pleine mer. C'était un escroc, tout ça. Enfin, bon, c'est une autre histoire sur encore. Des zones internationales. Voilà, c'est ça. Donc c'est encore autre chose. Oui. Et le marquis de Ray, en 1877, il fait paraître une annonce dans le journal où il dit, en gros, voilà. Acheter c'est 5 francs l'hectare, acheter les terres, richesse assurée. Enfin bon, devenez propriétaire, ça. Et ensuite, nous, on se charge de trouver les colons pour pouvoir exploiter ces terres. Donc, tu peux soit acheter des terres, soit acheter des terres et aller les coloniser, ou aller sur place travailler, et au bout de quelques années, devenir propriétaire de tes terres. À cette époque-là, il y a énormément de gens qui connaissent la misère, hein, en Europe, hein, en France, en Italie, tout ça. Donc ça peut séduire du monde. Et il lance une souscription. Il fait une conférence à Marseille en 1877, 1878. Il y a du monde qui vient, comme il a de l'entre-gens, c'est un marquis. Lui, c'est un marquis. Donc il a de l'entre-gens, on lui prête confiance et il lève, je crois, 2 millions de francs. Quand même. Il achète un navire et il arrive à trouver une centaine de colons qui sont prêts à partir. C'est ironique quand on pense que 10 ans plus tôt, quand Aurélien-Antoine Ier fait la même chose avec un projet un peu moins farfelu, ce que tu verras après, ce que c'est que la Nouvelle-Bretagne, tout le monde se moque de lui. Enfin, les mêmes personnes se moquent de lui, quoi. Mais comme l'un était avoué à Périgueux et l'autre était marquis, à cette époque-là, ça comptait beaucoup plus. Et donc ils essayent de faire partir leur bateau de France, mais la République française s'oppose à l'opération en disant non, vous n'allez pas foutre le bazar, on n'a pas besoin de colons qui aillent coloniser pour la France à l'autre bout du monde, on a suffisamment de soucis, si on veut le faire, on le fera nous-mêmes. Donc ils essayent de partir de Belgique. La Belgique dit la même chose, et finalement Hollande, avec des appuis américains, en finançant quelques opérations, le douanier de ça, ils acceptent de laisser partir le navire. Donc, le navire part et l'expédition est conduite par un chef d'équipe, alors en fait le vice-roi d'une certaine façon, représentant du marquis de Ray. Alors pour donner l'ambiance, en fait le marquis de Ray avait dit donc au chef de l'expédition: s'il y a besoin, n'hésitez pas à infliger la peine de mort. D'accord. On doit vous écouter. D'accord. Pour mettre dans l'ambiance. Ambiance. C'est voilà. Et très rapidement aussi, le chef d'expédition s'entend plus avec le capitaine. Une rivalité s'installe. Et quand ils arrivent au bout de 3 mois de navigation devant la Nouvelle-Bretagne, alors ce qu'ils découvrent, c'est une île
c'est la misère, quoi. C'est des marais malsains, c'est un climat tropical, il n'y a pas de culture vivrière possible, il y a du cocotier partout dans la région, sauf là. D'accord. Je crois que c'est une des rares îles où le cocotier ne peut pas pousser. Donc là aussi, c'est la loose. Toutes les espérances tombent à l'eau. Voilà, toutes les espérances tombent à l'eau. Alors, ils descendent à terre, les colons et le chef d'expédition descendent à terre pour pouvoir reconnaître les terres, tout ça. Finalement, le capitaine finit par se dire, ce truc-là, ça ne marchera jamais, quoi. Et il se barre. D'accord. Il les laisse. D'accord. Donc le bateau s'en va. En fait. Le bateau s'en va. Voilà, au revoir. Et il arrive en Australie, où la cargaison est arraisonnée pour des raisons financières, etc. Alors, je vais faire rapide sur les péripéties, mais globalement, il y a eu des colons français qui sont arrivés. Ensuite, on est allé chercher du côté des Italiens. Parce que l'Italie était une terre d'émigration à ce moment-là, qui sont partis beaucoup en Amérique. Et en Argentine, enfin Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais il y en a aussi, là ils en avaient une centaine qui sont partis aussi en Nouvelle-Bretagne. Cette histoire va coûter la vie à plusieurs centaines de personnes qui vont mourir de faim, de maladie, d'abandon. Certains vont être mangés par les sauvages. D'accord, oui, parce que l'île est peuplée quand même à l'origine. Alors l'île est peuplée, mais c'est d'une autre île en fait où il y a des tribus anthropophages et ils sautent dans une autre île et ils sont bouffés par des comme dans Robinson Crusoe, ouais, voilà, c'est bon. Donc c'est pour ça que la presse de l'époque utilise le terme de sauvage, puisque pas de civilisation, en plus anthropophage, ça leur donne pas une bonne presse. C'est sûr que voilà. Donc le marquis de Ray, lui, a encaissé un peu d'argent au passage. Il a fait installer son siège social en Espagne, d'où il fait conduire les opérations. Lui n'ira jamais. Oui, c'est ça, c'est ce que prend je jamais de disais au début. Non, lui, il ne prend pas de risque. Par rapport aux autres qui étaient des vrais aventuriers, lui, l'aventure. Il n'y est pas allé. Non, non. Par contre, le prix des hectares monte. Parce qu'il fait publier un journal qui s'appelle La Nouvelle France, et dans lequel il va donner des bonnes nouvelles. On vient de construire une église, on construit une route, etc. Donc les personnes en France qui voient ça se disent il se passe quelque chose. C'est la même chose qui se passe à la même époque au Tonkin, pas au Tonkin, en Cochinchine, au Cambodge ou dans les colonies qui s'implantent en Afrique, en Algérie, tout ça. Donc le prix de l'hectare monte de 5 francs, il passe jusqu'à 50 francs. Et quand le marquis de Ray se rend compte que finalement l'installation n'est pas possible sur place et que c'est la faute de tous ces incapables, bon, je ne fais que retransmettre ces termes. Voilà, parce que les pauvres gens sont. Parce qu'au final, les survivants, les quelques survivants, ont été déplacés vers l'Australie. D'accord. Ils ne souhaitent plus retourner en France, donc ils s'installent en Australie et encore aujourd'hui, mais je vais y revenir à ça. D'accord. Restons sur le marquis de Ray. Le marquis de Ray, donc, lui, au bout d'un moment, il rachète des mines en Espagne. Et pour faire financer son rachat, il utilise notamment les souscriptions des terres de Nouvelle-France, etc. Donc si tu as des parts, quelques hectares, là, tu peux du coup acheter participer aux mines, en remettant un peu d'argent, tout ça. Bon. Au final, la République française finit par s'inquiéter de ce qui se passe, et malgré tous les avertissements qui avaient été donnés pour inciter à ne pas y aller, à ne pas partir, finalement, ayant vent de la catastrophe, du drame qui s'est produit là-bas, eh bien, elle décide d'arrêter le marquis de Ray, qui passe devant les tribunaux avec 3 complices, et il prend 4 ans de prison. D'accord. C'est pas trop cher payé au final. Voilà, c'est une escroquerie, c'est qualifié comme une escroquerie, pas comme un assassinat, mais c'est une escroquerie. Mais une escroquerie dans laquelle il y a plusieurs centaines de personnes qui vont quand même disparaître. Tout à fait. Sur la population, enfin, du coup. Alors cette population, aujourd'hui encore, elle a son identité en Australie, puisque j'ai retrouvé sur internet des chansons, notamment où un peu style cajun, voilà, dans cet esprit-là, qui reprennent justement la mémoire du marquis de Ray, en disant, de manière ironique, en disant merci à thank God for Marquis de Ray, donc merci Dieu pour le marquis de Ray, puisque sans lui on ne serait pas ici, et de raconter toute l'histoire des mésaventures, de son escroquerie, etc.
Le marquis sort de prison au bout de 4 ans, il retourne dans son château à Coumec et il meurt dans les années 90. D'accord, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Ah, ça, il a Et la Nouvelle-France Mhm. a été incluse, annexée après par l'Allemagne, qui prend la possession du quart nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, D'accord, donc, donc qui en fait sa colonie jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, enfin jusqu'à la fin de la Première Guerre Oui, mondiale, où là ça a été Il a fallu restituer. restitué. D'accord. Voilà, donc Ah, c'est- 3 flibustiers, Oui. 3 aventuriers. Alors, Mhm. c'est 3 aventuriers de la Louse, il n'y en a Mhm. aucun qui a réussi Oui, à s'implanter. finalement, voilà. Mhm. Ils n'ont pas tous eu non plus. Aurélie Antoine n'a pas eu forcément un destin. N'a pas occasionné de tragédie à cause Non. de lui. Mhm. Dutroux-Bornier, marquis de Ray était Là, beaucoup par contre, plus. oui. Voilà, là c'était beaucoup plus tragique. On a Et j'ai moins de trouvé souvenirs. ces chemins assez intéressants Oui. parce que fait partie des coulisses de l'histoire du 19e Ouais, siècle, tout à fait. de l'histoire officielle, sur des territoires qui, somme toute, aujourd'hui sont encore connus, puisque tout le monde connaît l'île de Pâques de nom, Mhm. tout le monde connaît la Patagonie Oui, voilà, également c'est de sûr, nom. ça reste- Eh bien, voilà, on a D'accord. eu des rois un roi de Patagonie, un roi Mhm. de l'île de Pâques qui était français, comme je disais Mhm. tout à l'heure, les Galapagos ont été françaises aussi, Oui, oui. temporairement du moins, Mhm. de manière privée. Et Mhm. il y a eu une échauffourée entre un conflit diplomatique entre le Chili et la France en 1980, les années 70 ou 80, parce que la poste française a émis un timbre pour commémorer la présence, le centenaire de la présence D'accord. française dans le Pacifique, ou Oui. 150 ans de présence française dans le Pacifique, Mhm. avec une statue de l'île de Pâques. D'accord, donc. Oui. Et voilà, Pas donc forcément là bien vu. ça a créé quelques tensions Mhm. diplomatiques à ce J'imagine, moment-là, oui, c'est- mais c'était voilà, un geste un peu maladroit. Voilà. Ah ouais. Bah écoute, J'espère que- trois aventuriers français, 3 destins différents. Mm. Non, c'est très Et donc, intéressant. Vraiment, ben, ça- toi aussi, Ouais. peut-être, un jour, hein, caméra, ça va être là-haut. là-haut. Voilà, ça va être là-haut. Ouais, non, mais voilà, des aventuriers des temps modernes, pourquoi pas ça... Et Après, sinon, avec ben, d'autres objectifs. hein. bienvenue au château de Celles-sur-Cher, début juin, Mhm. pour les GFIRL, ou tout au long de l'année, donc pour découvrir Oui, les voilà, du château. bien sûr. Voilà. Ah non, c'est un lieu magnifique, magique, avec On essaye, ah, effectivement. non, plein de choses. Puis, Hein. on Un essaie très de bon le faire vin, moi, revivre. je cite. Oui, il y a du vin, il y a du pain d'épices, maintenant il y Voilà, a des oui. cookies aussi. Ah, tu goûtes je les vais venir, cookies. oui, Voilà, les c'est- goûter. Ouais. Absolument. D'accord. Bon. Bah écoute, merci encore une fois pour ton intervention, très intéressante. Hein, encore une Très fois. heureux, Ouais. je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir avoir un canal Mhm. sur les connaissances en général, Oui, et voilà. que chacun puisse apporter Bah, c'est ça, sa voilà. pierre. Mhm. Bon, ça permet Mhm. d'aborder des sujets qui sont pas. Et voilà qu'on Voilà, n'ira qui sont pas pas forcément courus. chercher Mm. par nous-mêmes sur le net ou ailleurs, et du coup c'est l'occasion de découvrir ça, des personnages comme aujourd'hui, encore une fois. Voilà. Bon, Ouais. et ben Donc- bonne chasse, alors bonne Oui. chasse aux curiosités. Ouais, et on puis va continuer comme ça. à bientôt. Merci encore, et puis Au revoir. donc pour tous, ça sera donc sûrement mis en replay hein, prochainement sur YouTube ou sur le site des Geek Ferries. Voilà. Donc vous pourrez bien sûr voir tout ça encore une fois. Voilà, bah écoute, merci à toi. Et Merci puis, à toi et puis à bientôt. à très bientôt. hein.